Bonsoir, bonsoir à tous. Je pense que vous m'entendez grâce aux efforts qui ont été déployés. Euh, Merci d'être là et puis merci aux jours heureux de remémorer, de célébrer, de faire référence au programme du Conseil national de la résistance qui, je vous le rappelle, a été publié avec comme sous-titre Les jours heureux. Donc c'est tout à fait ça qu'il fallait. Euh, alors pourquoi est-ce que ce programme de résistance a une telle force encore aujourd'hui? Je pense que c'est parce que d'abord il appelait euh, à la résistance, au soulèvement contre l'asservissement, qu'il en donnait les moyens par un plan très, très précis, par un plan d'action très précis, et puis qu'au-delà de la résistance, il proposait de grands projets de société, une vision d'avenir et, comme dirait quelqu'un, un futur désirable. C'est important de souligner qu'il y avait deux parties tout de même dans ce programme. On oublie en général qu'il y avait deux parties. La première sur la résistance, résister, et la deuxième, préparer la démocratie sociale. Et ces deux parties tout à fait inséparables, l'une absolument nourrit l'autre. Et je pense que ce lien entre l'une et l'autre, entre le faire aujourd'hui et préparer demain, est aussi nécessaire aujourd'hui qu'hier, dans le contexte actuel que dans celui de la résistance. Et pourtant, le contexte n'est vraiment pas le même. Le contexte, dans la résistance, nous étions occupés, brutalisés, martyrisés par un ennemi barbare et en plus trahis par un régime, le régime de Vichy, qui bafouait les libertés et qui exhalait une sorte de haine contre la démocratie. Nous ne sommes plus envahis. Nous avons encore des libertés, certes en partie formelles, mais combien précieuses. Nous avons des protections sociales qui sont petit à petit reniées et qu'il faut défendre pied à pied. Et surtout nos oppresseurs sont moins visibles, ils sont moins repérables que les soldats en vert de gris. Ils sont moins repérables, mais ils ne sont pas moins pernicieux, ils sont plus insidieux. Je pense qu'ils se glissent partout en tirant parti des lobbies, de la corruption et aussi souvent des médias, du marketing et puis de l'idéologie. Il y a une sorte d'oligarchie mondiale qui s'impose par la mondialisation, par la financiarisation, et puis aussi par ces nouvelles technologies de l'information, qui devraient être un cadeau magnifique, qui devrait être un atout majeur pour l'humanité, mais qui sont malheureusement sous le contrôle des Monsanto, des Google, des Goldman Sachs, pour leurs plus grands bénéfices. Alors c'est dans ce contexte, je pense que les valeurs démocratiques de la résistance restent fondamentales. Les décisions économiques et sociales sont encore pleinement valables, mais il s'est tout de même passé des choses complètement nouvelles. L'irruption du capitalisme financier
Et avec le capitalisme financier, avec cette poursuite, cette course vers l'hyper-compétitivité, des profits sans mesure, sont venus de nouveaux risques, des risques majeurs et des périls mortels. Et ce sont des périls, je pense qu'il est clair qu'ils ne disparaîtront pas dans le système actuel qui les nourrit en privilégiant le capital face aux salariés et face à la population et face à la planète. Ils ne disparaîtront pas sans une transformation profonde qui ne peut venir que de l'action des citoyens. Et ça, ça me ramène au programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Vous savez, ceux qui l'ont signé, dont certains étaient de fiefés conservateurs, ils l'ont élaboré dans de très grandes difficultés, dans de très grands conflits qui n'ont été surmontés que par la pression des citoyens. Mais ces citoyens, ils ne sont pas venus d'un coup. Ils ne sont pas venus tout seuls. C'est une longue marche qui a duré 3 ans. Au début, c'était des actions de résistance, des petits journaux clandestins, des tracts, des petits réseaux qui n'arrivaient pas à communiquer entre eux, qui n'arrivaient pas à s'entendre. Et vraiment, encore au printemps 1943, la résistance était très peu audible pour l'ensemble, pour la masse de la population. Je crois qu'il faut se rappeler ça. Hein. Ceux beaucoup plus jeunes ne le savent pas, ils pensent à cette époque comme un tout. Mais pendant 3 ans, les choses ont été difficiles à faire. Et nous étions très, très, très divisés. J'ai eu l'occasion de raconter comment, au printemps 1943, Jean Moulin, qui est celui qui a réuni le premier Conseil national de la résistance, il m'a envoyé dans la Drôme en me disant, écoute, va dans la Drôme, c'est un vrai merdier. Tout le monde est contre tout le monde, les gaullistes contre les communistes contre les gaullistes, il y a au moins 10 réseaux qui se battent entre eux, les protestants contre les catholiques, voilà, enfin, bref, je vous dis ça parce que tout de même, au bout de 3 mois, enfin, à la fin de l'année, et ce que je dis pour la Drôme, ça s'est passé dans la plupart des départements, hein. On avait réussi à faire des comités locaux de libération, et puis ensuite, à partir des comités locaux de libération, un comité départemental de libération, où il y avait tout le monde, mais vraiment tout le monde, il y avait même une femme. Je m'étais battu pour qu'il y ait une femme, ce qui n'était pas si simple à ce moment-là. Mais il y avait vraiment toutes les tendances. La résistance était arrivée à s'unir. Et c'est parce qu'elle était unie qu'elle a réussi à construire les maquis. Et c'est parce qu'elle a construit les maquis qu'on a pu recevoir des milliers de jeunes qui ne voulaient pas aller au service du travail obligatoire. S'il n'y avait pas eu les maquis, je ne sais pas, ils seraient peut-être cachés, ils seraient peut-être planqués quelque part. Dans les maquis, ils ont pu participer à la résistance. Et vous voyez comment d'actions sporadiques, fragmentées, etc., on est arrivé à faire un véritable, un grand mouvement. Et dans ces maquis, c'était tout de même des hommes, je dis, il y avait surtout des hommes dans les maquis, dépaysés, désœuvrés par rapport, c'était des agriculteurs, des ouvriers, des étudiants, etc. Et brusquement, ils ne faisaient plus rien. Et donc, ils discutaient. Et on a beaucoup discuté. Et finalement, on discutait pas toujours de ça, mais j'essayais d'orienter les discussions vers la démocratie sociale.
Et donc, on peut dire que ces maquis ont été véritablement des clubs de citoyens et que ceci a été quelque chose dont nous devons essayer d'analyser. Comment d'analyser aujourd'hui où c'est tellement difficile d'unir toutes les actions de la résistance à la situation actuelle. Comment la mayonnaise a-t-elle pris? Alors peut-être qu'on peut dire que en vérité, la victoire prochaine a peut-être été un élément pour accélérer cette prise de conscience. Mais la victoire est une chose importante, mais le risque du désastre, qui est celui que nous connaissons, c'est aussi quelque chose qui peut faire prendre la mayonnaise. Et donc, je crois qu'il faut rester très, très confiant dans la possibilité d'une prise de conscience, d'une sorte de métamorphose de mouvements divisés qui brusquement se relient entre eux. C'est le problème de la reliance. Je voudrais dire aussi ceci, que cette longue marche, elle ne s'est pas faite sans figure héroïque. Et je voudrais citer, parce que c'est aujourd'hui, il y a 10 ans qu'elle nous a quittés, Lucie Aubrac. Et beaucoup de gens ont entendu parler de Lucie Aubrac, qui a été une résistante étourdissante, qui a fait des actions absolument stupéfiantes, et puis qui, après la libération, est redevenu professeur, et comme professeur, puis comme retraité bien plus tard, elle n'a jamais cessé de discuter avec ses élèves. Elle a fait un travail de pédagogie à partir de la résistance tout à fait extraordinaire. Et en 2004, elle a fait quelque chose qui est très très bien, c'est cet appel de 2004 de résistants que je crois on pourrait lire aussi, qui est un appel à reprenez la résistance contre les coups qui sont portés au programme, aux 30 Glorieuses, au programme de la résistance, mais faites-le dans l'union. Je voudrais terminer en disant ceci, c'est que la leçon de tout ça, c'est bien sûr la résistance, mais c'est aussi la volonté de s'unir. L'unité, je pense que c'est le maître mot, c'est l'alpha et l'oméga de ce qui permet d'aller toujours plus loin. Unis, on fait des choses absolument formidables, on se dépasse complètement. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin parce que malgré la force de nos mouvements, le mouvement citoyen, on ne peut pas dire qu'il occupe la campagne électorale, sauf tout de même deux candidats qui ont porté la constituante, le 49.3, l'appropriation par les citoyens des pouvoirs. Et je voudrais dire simplement en terminant, il faut à la fois je pense moi qu'il faut les soutenir, mais enfin les prier instamment de s'unir. Voilà, donc je finirai par ce mot en disant que vraiment le vieux résistant que je suis, il est convaincu qu'on fera encore beaucoup de choses les uns avec les autres. Bravo. Merci beaucoup Claude.